Folie monolithique. L'encloisonnement des personnes dans les corporations modernes est une folie monolithique. Voilà les termes sans concession qu'a asséné Robert Probst quelques années avant sa mort au sujet des open space à l'américaine qui ont peu à peu envahi les entreprises du monde entier, enfermant l'humanité dans un cercueil d'aliénation matérialisé par ces atroces cloisons en plastique séparant entre eux chacun des bureaux de ces esclaves modernes. Folie monolithique, le terme est fort certes, d'autant plus qu'il sort de la bouche de l'inventeur lui-même de ces prisons de plastique. Robert Probst est en effet l'inventeur du cubicle, du bureau-cabine, mais s'il a renié son œuvre sur son lit de mort, ce n'est pas simplement parce qu'il a été pris de remords. Non, c'est parce qu'à la manière d'un docteur Frankenstein à qui sa créature échappe, Probst a été dépassé par le succès de son produit, qui, dévoyé par les appétits des patrons les plus cyniques, est devenu le monstre que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, ça, c'est une partie de l'histoire qu'on peut lire un peu partout sur l'avènement de l'open space. Robert Probst regretterait son invention, qu'il aurait d'abord imaginée pour générer un environnement flexible et fluide pour les travailleurs, pas pour bâtir d'immenses labyrinthes de boîtes pour rats, selon ses propres mots. Mais si on se penche réellement sur le parcours de ce qui a permis de transformer le travail d'usine de masse en travail de bureau de masse et conduit à la cubiculisation de la société, puisqu'aujourd'hui ce sont 36% des travailleurs français qui déclarent travailler en open space, il se pourrait qu'on découvre un plot twist, mettant à mal le storytelling proposé par Robert Probst. Dans ce nouvel épisode de Pièces détachées, on va arrêter de croire à la théorie de l'emballement incontrôlé. Car si l'enfer peut bien être pavé de bonnes intentions, nos bureaux, eux, sont certainement cloisonnés de malveillance. Quand on parle de bureau, on a affaire à une espèce de méga synecdoque métonymie. Et c'est très intéressant de regarder cette succession de métonymie et de synecdoques pour bien comprendre l'évolution du concept de bureau. La synecdoque et la métonymie, c'est des figures de style qui sont très proches. Les mots sont classe, c'est un peu pour faire du figure de style dropping, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. La synecdoque, c'est simplement quand on va utiliser un sous-élément pour décrire un ensemble plus vaste. Par exemple, quand on parle d'un deux roues, donc scooter, vélo, moto, etc., on utilise une sous-partie du véhicule, les roues, pour parler de l'ensemble, qui comprend carrosserie, partie entraînement, etc. Ça, c'est une synecdoque. On désigne l'ensemble par la sous-partie. La métonymie, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin qu'il y ait de relation d'inclusion entre les deux objets. Les métonymies les plus courantes, c'est d'ailleurs le contenant qui permet de désigner le contenu, comme dans boire un verre. On boit pas vraiment le verre en plastique, mais plutôt ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est une métonymie. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre. Dans le cas du bureau, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une grosse succession de synecdoques. Dans mon emploi salarié, il y a des jours où je télétravaille et il y a des jours où je vais au bureau. Le bureau, c'est donc un endroit, le bâtiment, l'immeuble où je travaille, qui a pris ce nom par synecdoque de la pièce qui s'y trouve, le bureau, où les employés travaillent effectivement. Mais cette pièce elle-même, elle tire son nom par synecdoque du meuble principal qui se trouve à l'intérieur, le bureau. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous décrire un bureau, c'est la table avec des tiroirs là où on pose son cul pour bosser. Mais vous voyez, jusque-là, on a déjà deux synecdoques imbriquées. Du meuble à la pièce au bâtiment. Et c'est pas fini parce que le meuble lui-même, il tire aussi son nom par synecdoque de l'époque des moines. Enfin, plutôt de l'habit des moines. Ouais, les premiers bureaux, on les situe probablement plutôt au Moyen-Âge. Avant, à l'Antiquité, certes, la plupart des travaux étaient des travaux manuels, agricoles, d'extérieur, mais il y avait quand même dans la noblesse des tâches d'administration à faire. En Égypte ancienne, par exemple, on retrouve un certain nombre de tâches de bureau, réservées à des personnes de lettres, très éduquées, très cultivées et qui savaient écrire. On retrouve aussi de telles fonctions en Grèce et en Rome antique, moins prestigieuses, avec des scribes ou des copistes. Là où c'est intéressant, c'est que si on a bien des pièces dédiées au travail intellectuel dans la maison de la Rome antique, le tablinum, où le maître de maison stocke ses archives et reçoit pour ses affaires. Enfin, c'est usage supposé, Les vestiges sont trop anciens pour qu'on soit certain de l'utilité de la pièce. Pour ce qui va s'agir d'écrire, on n'a pas encore de bureau, et les gens écrivent littéralement sur leurs genoux. Et ça a pas l'air confortable. Les scribes s'assoient sur un tabouret, ils ont une petite planchette en bois sur les genoux, et ils surélèvent leurs pieds à l'aide d'un petit banc. On a d'ailleurs retrouvé sur certains parchemins de l'époque des petits commentaires rigolos. Ne vous moquez pas de l'écriture, vous qui lisez. En effet, la jambe de celui qui se moque est en mesure de se mouvoir, tandis que la mienne, je n'ai cessé de la mettre à la torture. Comprenez, ok j'écris comme un cochon, mais c'est pas de ma faute, je suis vraiment pas très bien installé. Et comme on était mal installé, du coup, on a dû inventer le putain de bureau. Parce qu'au Moyen-Âge, vous le savez sûrement, on a beaucoup de monastères remplis de petits moines copistes qui s'adonnent au plaisir solitaire de recopier des bouquins, en particulier la Bible, pendant des heures et des heures. Et là, si vous écrivez sur vos genoux, on est clairement sur le niveau au-dessus en termes de pénitence. Les moines travaillent donc dans des ateliers adossés aux abbayes qu'on appelle les scriptoriums.
On y retrouve des sortes de tables en bois inclinées, un pupitre, un bureau quoi, sur lesquels on peut enfin travailler tranquillement. Toutes les abbayes ne disposaient pas forcément de pièces dédiées, mais on pouvait également installer ces pupitres dans des réduits ou même dans les cellules des moines. Et pour éviter de tacher le bois de ces pupitres avec l'encre utilisée pour la copie, les moines les couvraient d'un gros morceau de tissu grossier et épais qu'on appelait la bure et qu'on utilisait sur la plupart des tables de travail. C'est de ce même tissu qu'étaient faits leurs habits qu'on appelait donc aussi des bures. Vous avez capté, la bure, par métonymie, a donné son nom aux meubles de travail, les bureaux. Si on résume, on est passé d'un bout de tissu à un meuble, à une pièce, à un lieu. La synecdoque se propageant via le concept de travail. La sémantique du mot bureau a gonflé à mesure que le travail prenait une place de plus importante dans nos vies. Enfin, c'est bien après le Moyen-Âge, après la Renaissance même, que vont apparaître les premiers bâtiments bureaux. L'un des premiers exemples les plus impressionnants est celui du palais de la Galerie des Offices à Florence. Bâti en 1560 par la famille Médicis, une des plus puissantes dynasties patriciennes d'Italie puis d'Europe, il a pour vocation de rassembler en son sein les 13 plus importantes magistratures florentines, sous supervision directe du gouvernement, pour en faire le bâtiment administratif central de l'empire commercial Médicis. C'était évidemment un symbole de pouvoir et de prestige, mais surtout, il prend la forme d'un lieu de travail moderne, tel que nous les connaissons aujourd'hui. Pour Witold Rybczynski, architecte urbaniste, auteur d'un livre sur l'histoire de l'organisation domestique, le XVIIe siècle qui s'ouvre ensuite sera le vrai moment de bascule qui séparera définitivement la maison comme un lieu de repos, d'intimité, de loisirs, du travail qui aura désormais lieu dans des espaces dédiés, des bureaux. Au cours de ce siècle et à travers l'Europe, à Londres, Paris ou Amsterdam, les avocats, les fonctionnaires et autres magistrats vont progressivement commencer à travailler dans des bureaux. Le phénomène va encore s'intensifier quelques siècles plus tard avec la tertiarisation. Vous connaissez bien ce phénomène. Avec le progrès technique et la mécanisation des usines, les ouvriers qui avaient déjà fui les emplois agricoles, le secteur primaire, quelques siècles plus tôt lors de la révolution industrielle, vont cette fois devoir quitter le secteur secondaire pour trouver de l'emploi dans les services, le tertiaire. C'est ce phénomène qu'on appelle la tertiarisation. Et si je ne m'abuse, tout le monde doit plus ou moins s'en rappeler parce que c'est au programme de 5ème d'histoire géo. En vrai, ça se trouve, c'est au programme de terminale. Je me rappelle plus, mais voilà, c'est pas un scoop. Finalement, on pourrait peut-être qualifier le phénomène de tertiarisation de sortie d'usine. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Bref, ce qu'on voit, c'est que plus d'emplois dans le tertiaire égale plus d'emplois dans des bureaux. Un lieu de travail qui était autrefois réservé aux professions intellectuelles, à la haute, au prestige. Si les usines se vident et que les bureaux se remplissent, il va falloir vraiment bien réfléchir. Parce que clairement, on n'a pas envie d'offrir à tout le monde le luxe d'un beau fauteuil en cuir et d'un superbe bureau en bois massif. Le truc, c'est que nos chers capitalistes, ils avaient tout optimisé pour faire trimer les gens de la manière la plus productive dans leurs usines. C'est le taylorisme, on en a un peu parlé dans la vidéo sur le ketchup. Et là, tous leurs prolétaires mal dégrossis, ils se retrouvent dans des bureaux, avec des crayons et même à partir des années 60, des ordinateurs. C'est un peu la panique chez les patrons, hein. Oula, eux, ils ont pas de diplôme d'avocat. Faudrait pas qu'ils tapent sur les claviers avec des clés plates. Ou pire, qu'ils foutent rien et qu'ils nous fassent perdre de l'argent. Notre argent. Notre surtravail. Ils vont dire quoi, les actionnaires? Taylor, ça avait plutôt bien marché dans les usines, non? On prend les mêmes et on recommence, en appliquant ces mêmes principes d'organisation dite scientifique du travail, mais cette fois pour le taf de bureau. C'est ainsi que le premier open space est créé par l'architecte américain Frank Lloyd Wright, avec le Larking Administration Building, ouvert à New York en 1906. Le mec imagine alors un bureau qui fonctionnerait exactement comme une usine. Une très grande surface ouverte où s'aligneraient bien rangés des centaines de bureaux, géographiquement répartis par tâches, qu'il baptisa Open Plan. Évidemment, les managers auraient quant à eux des bureaux fermés, en hauteur, leur donnant une vue imprenable sur tous leurs employés. Il y a la lumière électrique et l'air conditionné, donc pas besoin de fenêtres. Vous imaginez donc à quel point travailler dans ce type d'environnement pouvait être déshumanisant. Pour être sûr que les chefs puissent bien observer ce que chacun fait, on crée un nouveau type de bureau, intégrant des tiroirs sous la surface de travail, de manière à bien dégager la vue sur la productivité réelle des travailleurs. Heureusement, ce concept est tellement horrible qu'il faut un peu plus de 50 ans pour qu'on réfléchisse à faire quelque chose qui fait un peu moins usine et proposer une idée un peu plus punk. Ouais, vous allez voir, ça va être punk, et en plus, c'est allemand. Deutsche Qualität. Il se trouve que dans les années 50, les Allemands, pour des raisons qui les regardent, ont un peu de mal avec les trucs un peu trop carrés, un peu trop psychorigides. C'est super étonnant, mais ils sont aussi à la recherche de systèmes avec un peu moins d'hiérarchie, un peu moins d'autorité. Je sais pas pourquoi, si vous avez des idées... Mais enfin, les mecs, ils ont vraiment envie de faire les fifous. Et ils proposent le concept de Bürolandschaft. Concrètement, ça veut dire bureau paysage. L'idée du Bürolandschaft, ou Office Landscape, bureau paysage, c'est de créer un environnement qui semble déstructuré, parce qu'échappant à la symétrie et aux interminables rangées de l'open plan tayloriste, mais qui est en réalité finement designé pour apporter esthétisme et cadre de travail agréable aux employés.
Dans un espace ouvert, il remet toutes les strates hiérarchiques au même niveau, encourage un management égalitaire et doit pouvoir favoriser la collaboration au sein des équipes. On essaye de simuler un arrangement désordonné de clusters de plans de travail, un peu comme si le bureau s'était développé organiquement bien que tout soit en réalité millimétré. Le bureau Landschaft se répand rapidement en Europe, en particulier en Europe du Nord, où il rencontre un terreau culturel favorable à une vision moins hiérarchisée de l'entreprise. Mais outre-Atlantique, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que pour assurer un niveau d'intimité suffisant dans ces bureaux paysages, on n'optimise pas vraiment la place. Et pour une même surface, on fait rentrer moins d'employés dans la même pièce. Pour Robert Probst, un designer américain, c'est fort dommage, parce qu'il sent bien que le bureau Landschaft, c'est la bonne philosophie de travail, qui favorise la collaboration et le bien-être. En tout cas par rapport à l'organisation scientifique du travail. Et c'est ainsi que notre héros du jour, Robert Probst, entre en jeu. Robert Probst, Bobby pour les intimes. Probst, né dans le Colorado en 1921, est un artiste américain, un sculpteur, un designer un peu fou qui crée en 1951 une petite entreprise, un bureau d'études, qui cherche à proposer des solutions innovantes à des problèmes que les gens rencontrent tous les jours. Ils se décrivent comme des inventeurs de solutions simples à des problèmes complexes. Robert est rapidement repéré par Herman Miller, le premier fournisseur américain de meubles de bureau, qui lui propose de devenir président de la branche recherche et développement de l'entreprise. Car comme on l'a vu, aux États-Unis, on en est encore au taylorisme à la con. Et si les patrons ne sont pas prêts à switcher au bureau Landschaft, on se rend compte que ça ne va pas. Les bureaux d'aujourd'hui sont de véritables déserts. Ils aspirent la vitalité, bloquent le talent, frustrent l'accomplissement. Ils sont le théâtre quotidien d'efforts ratés et d'objectifs inatteints, déclare notamment Probst à l'époque. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des formes de bureaux créées pour un mode de vie substantiellement disparu, mort et enterré. Autant vous dire que notre designer n'est pas fan du taylorisme appliqué. Et comme il a les idées ouvertes, il aurait été bien sot de ne pas voir la petite révolution qu'a été le bureau Landschaft. Oui, des grands bureaux ouverts, où l'on respire, où l'on réfléchit, ça lui parle. Mais encore faudrait-il pouvoir préserver l'intimité des salariés. Et puis, leur permettre de modifier cette structure organique en fonction de leurs besoins. Un peu comme au collège, là où pendant les cours de langue vivante, on va déplacer les tables pour faire des ronds là pour tous se regarder, ou ça dépend en fonction des activités. Évidemment, si on parle de modularité, il va falloir que des morceaux se déplacent les uns par rapport aux autres. Et Probst a alors l'idée de vendre un bureau modulaire, un kit de pièces qu'on va pouvoir déplacer et installer pour constituer son bureau de rêve, un peu comme des Lego. C'est la naissance de l'Action Office. Tantôt, nous allons pouvoir faire des îlots pour diviser le travail en équipe, tantôt nous constituerons des bureaux dos à dos pour permettre aux salariés de se concentrer sur leur travail. Il suffit de déplacer telle plateforme entre les deux bureaux, d'installer le tiroir ici. On module pour coller au maximum aux besoins en collaboration ou en concentration. C'est ainsi qu'arrive l'Action Office sur le marché où il rencontre un franc succès, mais qui reste loin de celui que connaîtra la version 2. Parce que l'Action Office 2, il va contenir un nouveau morceau de mobilier, la cloison. Cette cloison, un grand écran en plastique, elle va faire office de mur. Elle s'installe facilement, on peut les clipser ensemble pour faire un mur un peu plus grand, ou avec une forme en coin. Bref, on l'utilise comme on veut pour créer de l'intimité entre deux bureaux un peu trop proches, et ainsi empêcher la laine putride de Pierre Dalmatien de vous déconcentrer de votre partie de solitaire. Et c'est bien ce morceau de plastique en apparence anodin qui va faire complètement exploser l'Action Office. Et oui, si vous travaillez en open space, vous avez bien compris de quoi il s'agit. C'est concrètement les composants du cercueil dans lequel on enferme nos cols blancs. Et les patrons, ils vont se rendre compte que ces petits panneaux, on peut en foutre partout entre les bureaux, pour créer une sorte de zone d'intimité aux salariés, un endroit de concentration, presque comme s'il était dans un vrai bureau fermé. À la différence qu'on peut réduire cet espace au strict minimum tout en restant dans le cadre de la loi, parce que oui, il y a des lois sur la dignité au travail qui encadrent la surface minimale dont doit disposer un travailleur en bureau fermé, mais comme là c'est pas des vrais murs, ça passe. On peut donc réduire les coûts des locaux par salarié puisqu'on peut en mettre plus au même endroit. On a complètement déshabillé le concept de bureau Landschaft que Probst voulait reprendre pour améliorer le bien-être des salariés, pour à la place recréer de nouvelles usines de cols blancs. Un enfer qui s'est répandu sur toute la planète, dans toutes les économies de service, aux grandes dames de Robert Probst, qui en a renié son invention, dégoûté de ce résultat qu'il assure ne pas avoir prévu, comme on peut lire un peu partout dans la presse. Ceci étant, vous me direz, si on compare au taylorisme, on peut quand même considérer ça comme une sorte d'avancée. Et puis, même si c'est super étroit, peut-être qu'on y bosse pas si mal dans ces petites boîtes, dans ces Open Space Action Office. Ça commence à faire beaucoup de mots en anglais, non ? Dans ces espaces ouverts de bureaux d'action.
Bon, maintenant qu'on en est arrivé à la situation quasi actuelle des open space, parce qu'effectivement, depuis les années 70 et l'apparition de l'Action Office 2, les choses se sont un peu stabilisées. Les patrons ont trouvé leur meilleure organisation du travail qui leur coûte le moins cher possible, ça va donc plus trop bouger si on omet la crise du Covid. Mais maintenant qu'on y est arrivé donc, ça vaudrait peut-être le coup qu'on regarde en détail l'impact qu'a l'enfer de l'open space sur notre santé mentale et sur notre qualité de vie au travail. Et juré après, comme je vous l'ai promis, il y aura un plot twist sur l'affaire Robert Probst. Dans le Taylorisme, vous vous rappelez qu'on avait une répartition de l'espace hiérarchisé, avec les bureaux des chefs en hauteur, qui avaient donc une vue imprenable sur l'ensemble des travailleurs, en contrebas dans l'open plan. Dans l'open space cloisonné, on a donc cette fameuse intimité des travailleurs, puisqu'ils sont censés y travailler comme dans des mini-bureaux isolés les uns des autres. Vous vous doutez bien que pour un patron à l'américaine, le cloisonnement, ça peut sembler être une forme de régression du pouvoir. Bah oui, le manager, il perd son pouvoir de surveillance totale sur le niveau de productivité de ses employés. Keneni, ne vous inquiétez pas mes chers patrons. La cloison est pensée d'une telle hauteur qu'elle isole effectivement les employés les uns des autres lorsqu'ils sont assis. En revanche, elle est suffisamment basse pour qu'une personne debout ait une vision globale sur tous les postes de travail. Ainsi, le salarié se soumet à une surveillance possible et non permanente. C'est donc en se disant qu'il peut être à tout moment épié par son manager qu'il va se surveiller lui-même, à la manière du panoptique de Bentham. Pour rappel, le panoptique de Bentham, c'est une architecture de prison circulaire, au centre de laquelle se trouve une tour avec un habitacle où habite le maton, le surveillant, ce qui lui donne une vue imprenable sur toutes les cellules de chaque prisonnier. Le gardien, caché derrière des verres fumés, peut observer sans être vu. Comme les prisonniers ne savent pas à quel moment ils sont observés, ils adaptent leur conduite en permanence. Ils en viennent donc à se surveiller eux-mêmes. Dans une version, j'avoue, un peu moins hardcore, on retrouve donc ce phénomène dans les open space, où la hauteur de la cloison opère un véritable rapport de force entre le manager debout qui peut tout voir et le salarié assis qui ne voit que son propre écran, enfermé dans son cubicle. Maintenant, sur les conditions de travail, on a tout vu et tout entendu. L'open space augmenterait la collaboration des travailleurs, augmenterait leur concentration, leur niveau de productivité. Donc forcément, il y a eu un paquet d'études sur le sujet qui ont cherché à évaluer l'impact d'une telle organisation sur les conditions de travail. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que quand on a un grand nombre d'études, on a donc un grand nombre de résultats. Et on pourrait être tenté de choisir ceux qui vont plutôt dans notre sens, de prendre ceux qui nous aident à montrer ce qu'on veut montrer. Mais c'est un truc qu'il faut absolument pas faire en science, ça s'appelle du cherry picking. Les bonnes pratiques consistent plutôt à amalgamer l'ensemble de ces résultats pour essayer d'y voir des tendances, des choses qui reviendraient régulièrement dans chaque étude. C'est ce qu'on appelle des méta-études. Et la valeur scientifique de ce genre de publication, elle est très forte. Parce qu'en agglomérant de nombreux résultats, on obtient des affirmations qui sont très fiables. Regardons donc les résultats d'une méta-analyse menée en 2005 par une équipe de chercheurs néerlandais, poétiquement intitulée L'effet des concepts de bureau sur la santé et la performance des travailleurs, revue systématique de la littérature. Donc c'est exactement ce qu'on cherchait. On va s'épargner le corps de l'étude qui en compile de nombreuses autres pour regarder simplement les conclusions. Il y a de très fortes preuves que les open space réduisent le sentiment d'intimité psychologique du travailleur et globalement abîment sa satisfaction au travail. De plus, des preuves moyennes. Alors on dit preuve moyenne parce qu'en méta-analyse, c'est la fréquence d'apparition d'un résultat qui va nous donner une fiabilité, un niveau de preuve. Donc preuve moyenne, c'est déjà pas mal, ça veut dire que ça apparaît dans beaucoup d'études. Montre que l'open space intensifie le sentiment de surcharge cognitive. C'est-à-dire que pour la même quantité de travail, on a plus facilement le sentiment d'être débordé. Et dégrade les relations interpersonnelles. A l'inverse, l'étude suggère que d'autres concepts d'organisation, comme le desk sharing, où les salariés n'ont plus de bureau attitré, les partagent et télétravaillent une partie de la semaine, augmenteraient au contraire le niveau de communication et de collaboration des salariés. Dans d'autres études, on retrouve également que le bruit, qui fatalement est très élevé dans un espace qui n'est pas du tout fermé, qui est séparé uniquement par des cloisons, les panneaux ils protègent visuellement, mais ils protègent beaucoup moins acoustiquement. Éric Dampierre à l'appareil de Télécom 3000. Bonjour. Ce bruit participe de créer un environnement stressant et peu propice à la concentration. Pour synthétiser la synthèse, bien qu'extrêmement rentables en termes de place et d'installation de locaux, les open space sont des facteurs de mauvaise productivité et de mal-être au travail, et donc d'une rentabilité réduite des employés. Imaginez si les patrons réfléchissaient plus loin que le bout de leur nez. C'est concrètement plus rentable d'améliorer la qualité de vie au travail. Bon, certes, dans cette partie, il n'y a pas eu beaucoup de surprises pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler en open space. Vous savez très bien que c'est pas un environnement très sympa pour bosser, mais voilà, fallait une partie un peu scientifique, un peu rigoureuse pour justifier de ce qu'on savait déjà. L'invention de Robert Probst a créé un environnement parfaitement hostile au travail de bureau. Bien que l'Action Office ait été pensé pour favoriser la communication et l'intimité au travail, la soif de rentabilité et d'économie a poussé ces méchants patrons à dévoyer l'invention du gentil designer. À son grand dam, puisque comme on l'a vu, Probst a renié sa création sur son lit de mort.
la qualifiant même de folie monolithique. C'est en tout cas ce qu'on peut lire un peu partout quand on fait des recherches sur ce sujet. Et c'est là qu'arrive le plot twist. Ce storytelling ne tient pas la route. Ce n'est qu'un superbe mensonge d'un homme qui n'a pas assumé ses propres choix. L'enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, mais vous allez voir que notre aliénation est surtout cloisonnée de la cupidité de quelques-uns. Résumons la version des faits de Bobby Probst. Dans les années 50, les Européens refusent d'enfermer leurs employés dans des usines bureaux et adoptent une philosophie libertaire et égalitaire mais plus gourmande en superficie, le Bürolandschaft. Les Américains sont réticents à développer ce type de bureau et le designer Robert Probst propose une solution intermédiaire, l'Action Office, modulable et adaptable à différents types d'organisations pour favoriser l'activité, la collaboration, l'action. Rencontrant un succès modéré, les équipes de Probst et d'Herman Miller sortent un second modèle quelques années après, l'Action Office 2, qui contient une cloison pour améliorer l'intimité des travailleurs lorsqu'ils ont besoin de se concentrer. Catastrophe, ces cloisons sont utilisées par les patrons pour enfermer à travers le monde des millions de travailleurs dans des cubicles isolés, les condamnant à la solitude, au bruit et au regard bentamien de leur manager. Effondré de ce qu'est devenu son invention, Bobby l'a réuni sur son lit de mort, atterré de voir tous ces dévoiements qu'il n'avait jamais imaginés. Une histoire triste et tragique pour ce designer talentueux, pétri d'abnégation et d'amour pour son prochain. Sauf que c'est faux. Tout ce storytelling n'est que bullshit, baliverne. Parce que dans l'équipe de Robert Probst, il y avait un autre designer américain assez connu, George Nelson, qui travaillait avec lui sur l'élaboration de l'Action Office 2, qui contenait donc la fameuse cloison. Et George Nelson, il est loin d'être con. Et il se rend compte pendant la conception qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'y a pas besoin d'être un critique particulièrement intelligent pour réaliser que l'Action Office 2 n'est vraiment pas un système qui produit un environnement gratifiant pour les gens en général. Il est cependant admirable pour les managers cherchant des manières de bourrer dans un espace limité un maximum de corps. Et par corps, j'entends employés, personnel, des corporate zombies, The Walking Dead, la majorité silencieuse. Un marché gigantesque. Ouais, j'ai pas tout traduit parce qu'il y avait des phrases qui étaient clairement plus stylées en américain, genre Corporate Zombies, The Walking Dead, je sais même pas comment ça se traduit, The Walking Dead, québécois. Putain, ils ont pas traduit le titre pour une fois, incroyable. Bon bah ça restera The Walking Dead, même les Québécois ils ont pas osé le traduire. Il est pas tendre, hein, George Nelson. En fait, il est tellement effrayé par ce qu'ils sont en train de créer, il entrevoit déjà tellement tout ce que contient en substance leur produit qu'il refuse d'en devenir le complice et quitte l'entreprise Herman Miller avant la sortie du produit sur le marché, faisant ainsi une croix sur un sacré paquet d'argent. Je crois qu'on tient là un des enseignements les plus vitaux de toute cette histoire. Les technologies ne sont pas neutres en elles-mêmes. On entend souvent l'argument, ce qui compte c'est pas l'outil en lui-même, c'est la manière dont on s'en sert. Mais en réalité, une innovation technique contient déjà en essence à sa conception ses futurs usages, et donc les futurs dystopiques dont elle pourrait être le facilitateur. Aucune technologie n'est neutre, et George Nelson a accepté de le voir, de prendre ses responsabilités, là où Robert Probst, de son côté, y a simplement vu une opportunité pour devenir richissime, tentant de se racheter une conscience sur le tard, faisant mine de n'avoir pas su contrôler sa création. Des sornettes que nous aurions pu tous avaler s'il n'y avait pas le départ de George Nelson. Quand un gars part en claquant la porte et que tu restes, tu sais ce que tu fais. Et t'en prends les responsabilités. Et quand bien même personne ne se serait vraiment rendu compte des conséquences d'une telle invention, c'est pas vraiment une excuse. Personnellement, je pense que le questionnement éthique devrait faire partie de tout procédé d'innovation technique. Conclusion, il est beaucoup moins courageux de renier une invention qui a transformé des centaines de millions de personnes à travers le monde en corporate zombies quand elle nous a déjà rendus riches, que d'abandonner ce beau pactole en refusant de devenir complice de ce monde. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura donné des arguments pour peser dans les éventuelles évolutions qu'il peut y avoir dans vos propres bureaux, si jamais vous bossez en bureau. D'ailleurs, on n'a pas trop eu le temps d'évoquer l'impact de la crise du coco là sur l'organisation du travail, avec notamment du télétravail, du desk sharing. Donc ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment c'est organisé pour vous, alors n'hésitez pas à me raconter ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce gris pour qu'il devienne bleu et que je sois content de voir tous vos petits pouces. Ça fait super plaisir, je vous remercie encore une fois de tout le soutien et d'être là à chaque fois, c'est trop cool. I'm living the dream. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis qui dépriment dans des cubicles. Comprendre pourquoi on souffre, parfois ça aide un peu. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse fort. Portez-vous bien, c'était Alcide pour Sortie d'usine. Et à bientôt.